Est-ce que saviez-vous que cette chaîne a été conçue pour aider notre communauté? Saviez-vous que Jinkonga Tutoriel répond à toutes vos questions, mais aussi préoccupations? Saviez-vous que c'est en donnant qu'on devient de plus en plus fort? Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur une niche. Voilà donc que j'ai déjà posté sur la chaîne, je crois, à 2 reprises. Mais aujourd'hui, je crois que c'était pendant 14 heures. Quand je vérifiais mon mail, j'ai reçu pas mal de questions sur ce point. Raison pour laquelle j'ai pris l'option de faire une formation là-dessus. Alors déjà, il faut comprendre que lorsque vous m'écrivez, que vous posez vos questions, mais aussi des suggestions, alors ce que je fais, c'est-à-dire, j'ai souvent l'habitude de tirer les 5 top préoccupations ou les 5 top plaintes. Des fois même, je m'en vais jusqu'à 10 top préoccupations. Alors, pourquoi je le fais? Comprenez que je reçois beaucoup de plaintes, beaucoup de préoccupations, mais aussi des questions de notre communauté. Alors que je suis obligé de faire des vidéos, des tutoriels, afin d'expliquer les gens. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Si par contre que je me rends compte qu'il y a une question qui revient souvent, par exemple la formation que nous allons faire tout à l'heure. Voilà, au maximum, il y a eu 10 personnes qui m'ont posé presque la même chose. Alors, directement, j'ai compris que, étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question durant cette semaine, eh ben, à mon niveau, je considère ça directement comme un problème. Alors, je me dis, malgré que je postais déjà, je crois même, des vidéos qui parlent presque de même sujet, alors j'ai l'impression que beaucoup de gens n'ont pas maîtrisé comment est-ce qu'il faudrait résoudre ces problèmes. Raison pour laquelle je me suis dit, c'est mieux pour moi de faire une formation à ces sujets. Alors, avant d'entamer directement le point du jour, j'aimerais tout simplement vous dire que je vais répondre à toutes les questions, mais aussi à toutes vos préoccupations. Mais ça sera d'une manière un peu simplifiée, c'est-à-dire que même si je ne vais pas peut-être directement prendre vraiment les cas tels que vous avez posés, mais ce que je fais, c'est quoi? Prenons un exemple. Je peux recevoir une demande d'un confrère ou je ne sais pas, d'un abonné qui dit qu'en général, je vais comprendre comment on calcule, on prédimensionne par exemple la semaine. Une autre personne me dit, je vais savoir comment on prédimensionne la semaine filante. Une autre personne me dit, je vais comprendre en général comment est-ce que je peux prédimensionner peut-être un radier général. Vous voyez? Alors, ce sont presque des questions similaires. C'est vrai que ça se diffère au point de vue dimensionnement. Voilà, dans la méthodologie, donc ça se diffère un tout petit peu. Mais ce que je fais, c'est quoi? Je vérifie maintenant parmi les questions que moi j'ai reçues. Si, par exemple, il y a 10 personnes qui m'ont posé la question qui va dans le sens du dimensionnement d'un radier général, et il y a 5 qui ont posé par rapport au dimensionnement d'une semelle filante, et il y a 2 qui ont posé par rapport au dimensionnement d'une semelle isolée, eh ben c'est clair, je vais prendre donc la majorité. C'est-à-dire que je vais opter pour le dimensionnement d'un radier général. Donc c'est comme ça que je fais pour essayer un peu d'aider tout le monde. Alors la formation que nous allons faire tout à l'heure, nous allons voir ensemble comment trouver les éléments porteurs les plus sollicités dans un bâtiment en béton armé. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut trouver les éléments porteurs, notamment la poutre, la colonne, la semelle et la dalle, voire même aussi les voiles, s'il y en a, ok? Dans une structure en béton armé, les cas précis que nous sommes en train de voir, c'est les bâtiments en béton armé. Suivez-moi très bien. Je vais faire de mon mieux pour ne pas être rapide. Et vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment simple et facile.
très chers collègues, bonjour très chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Voilà, nos séries de formations continuent. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ensemble comment trouver les éléments porteurs le plus sollicités dans un bâtiment en béton armé. Voilà. Alors, comme vous le savez très bien, avant de calculer un élément porteur, que ce soit une poutre, une colonne, ça peut être aussi une dalle, et tant d'autres éléments porteurs, la première des choses à faire, ça commence d'abord par le prédimensionnement. C'est-à-dire, déjà au début, il faudrait que vous puissiez prédimensionner correctement vos éléments. Si les éléments ont été très bien prédimensionnés, la deuxième des choses à faire maintenant, c'est quoi? Il faut bien faire la modélisation. Et d'ailleurs, avant même le prédimensionnement, déjà, par contre, si vous dimensionnez, vous voulez dimensionner un projet, un bâtiment, un projet réel, nous le savons très bien, généralement, tout commence par les plans. Tout commence par les plans. C'est-à-dire que vous avez le vie en plan, vous avez également, voire même des façades, des perspectives, vous avez des coupes et tout ce qui va avec. Si par contre que le projet que vous voulez dimensionner, c'est un projet qui a été conçu par un architecte, c'est-à-dire qu'on suppose que l'architecte va vous fournir tous les éléments nécessaires. Et si par contre aussi c'est un bâtiment qui a été conçu par un ingénieur, comme vous le savez très bien, il y a des ingénieurs qui conçoivent très très bien. Voilà, généralement il y a des ingénieurs, des fois quand ils tracent, eh ben, tu peux te poser des questions si c'est un ingénieur ou bien c'est un architecte. Voilà, moi-même qui suis en train de parler, donc je suis un modèle ou un exemple par rapport à ça. Si je trace un projet et que je vous dis que je suis un ingénieur, peut-être vous allez douter. Vous pouvez penser c'est comme si que non, c'est un architecte. Pourquoi? Puisque j'ai appris, je fais énormément de formations, voilà, d'AutoCAD, de Revit structural, Revit d'AutoCAD, ainsi que tout presque plein de projets, Archicad, SketchUp, ainsi que d'autres types de projets. Et je travaille également bien sur Lumio pour faire des rendis, je travaille bien sur Atlantis pour faire des rendis, je travaille bien sur Verai pour faire les rendis, et même aussi sur Twinmotion. Je travaille bien sur ça pour faire des rendis. C'est-à-dire que je sais comment tracer un projet, comment concevoir un projet, comment tracer un projet, et aussi comment donc dimensionner directement ces projets. Généralement, quand je trace, même si je fais le plan architectural, généralement, moi, je fais ça comment? C'est-à-dire que dorénavant, déjà, étant donné que je suis ingénieur, je fais déjà les prédimensionnements. Au même moment où je trace, je prédimensionne directement. C'est-à-dire que si vous prenez les plans que moi je trace, vous allez voir que même les colonnes que je peux placer, ce sont déjà donc des sections prédimensionnées. Alors, ça me facilite la tâche. C'est-à-dire qu'au moment où je vais dimensionner la structure, eh ben, je peux que passer directement à la modélisation. Ça, je mets ça entre parenthèses. C'était juste pour épingler ces points. C'est-à-dire, si par exemple le projet a été conçu et tracé par un architecte ou bien par vous-même, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est comme vous le savez très bien, à ce qui concerne la dalle ainsi que d'autres éléments, vous avez d'abord le vie en plan. À partir de vie en plan, ça va vous donner déjà une idée de comprendre comment est-ce que vous allez disposer en fait vos poutres ainsi que les colonnes. Une fois que vous tracez maintenant le plan des poutraisons, pour les ingénieurs bien sûr, le plan des poutraisons, et puis vous faites directement vos prédimensionnements comme on le fait, donc vous avez le vie en plan ainsi que le plan des poutraisons, vous prédimensionnez, et après maintenant vous allez modéliser. Alors, pendant la modélisation, il faudrait que vous puissiez respecter le principe comme je l'avais dit au début. Puisque si déjà au départ, les prédimensionnements n'ont pas été donc bien faits, et la modélisation également n'a pas été bien faite, alors allez-y comprendre que lorsque vous allez maintenant évaluer vos chargements, vos charges, afin de charger la structure, vous faites aussi la combinaison et tout ce qui va avec, pour ressortir maintenant les éléments porteur le plus sollicité dans votre bâtiment, vous aurez des soucis. Je reçois beaucoup de questions qui vont
dans le même sens. Dans le même sens. Il y a ceux qui me disent que non, ingénieur, je n'ai pas compris, je veux bien modéliser le bâtiment, mais quand j'essaye de vérifier, par exemple, la poutre la plus chargée, au lieu que le robot puisse me montrer la poutre, mais le robot me montre donc la colonne. D'autres personnes me disent qu'ingénieur, je ne peux pas comprendre comment est-ce que je modélisais correctement le bâtiment. J'ai chargé le bâtiment. Nous le savons, le principe de la descente des charges. Généralement, ça va du haut vers le bas. Alors, mais comment est-ce que quand je vérifie la colonne la plus sollicitée, au lieu de trouver la colonne qui se retrouve peut-être au niveau du rez-de-chaussée ou bien au niveau de premier niveau, mais à ma grande surprise, je constate que la colonne la plus chargée sort vraiment au dernier niveau. Vous voyez, donc ce sont des questions que je reçois. Il y a ceux qui me disent également, j'étais en train de vérifier le panneau ou la dalle la plus sollicitée enfin dédimensionnée, mais je n'ai pas compris comment est-ce que la dalle peut se retrouver au niveau de la dalle terrasse. C'est au niveau de la dalle terrasse que je reçois la dalle la plus sollicitée. Or, nous le savons très bien, dans le principe de dimensionnement par rapport à la descente des charges, ça va justement du haut vers le bas. C'est-à-dire que, supposons par exemple par rapport à ces projets, si je vais évaluer les charges au dernier niveau ici, R plus 3, c'est-à-dire que ça sera tout simplement les poids propres de tous les éléments que vous voyez ici, c'est-à-dire les poutres, les colonnes et tout ce qui va avec, les poids propres, plus la surcharge ici. Mais si je vais évaluer par exemple la charge à ce niveau, R plus 2, ça sera d'abord le poids propre de la structure R plus 2, plus son chargement, et aussi plus les poids de R plus 3. Si je descends encore au niveau de R plus 1, ça sera le R plus 1, plus le R plus 2, plus le R plus 3. Si je descends au niveau des rez-de-chaussée, ça sera les rez-de-chaussée, plus R plus 1, plus R plus 2, plus R plus 3. Exactement, c'est ça les principes de la descente des charges. Alors, suivez comment est-ce que vous serez à mesure de pallier à tous ces problèmes. Ça dépend. Ça dépend. Donc, si par exemple, vous modélisez un bâtiment complexe, avec une forme aussi peut-être compliquée, un peu bizarre, ça peut avoir une forme de L, ou je sais pas, forme en I, ben, par rapport aux sollicitations aussi, c'est possible que vous puissiez peut-être trouver la colonne, ou bien la dalle la plus sollicitée à ce niveau par exemple, ou bien soit ici. Au lieu que ça soit justement au niveau du rez-de-chaussée. C'est possible. Vous voyez? Et surtout que si vous avez d'autres niveaux aussi, qui se retrouvent dans le sous-sol. Lorsque vous appliquez l'effet du vent, c'est-à-dire qu'au niveau, dans le sous-sol, on ne peut pas appliquer l'effet du vent. On peut appliquer tout simplement la poussée des terres, ainsi que soit poussée hydrostatique. Voilà, donc d'autres types de déchargement, bien sûr. Mais, la charge du vent ne sera pas appliquée. C'est-à-dire, cela aussi est possible. Mais c'est que moi, j'aimerais tout simplement vous signaler que les constats que moi je fais, tout est fonction d'abord de la modélisation. Je ne cesserai jamais de le dire. Pendant la modélisation, vous êtes obligé de confirmer vos poutres comme poutres, c'est-à-dire comme un élément fléchi. Les colonnes également, il faudrait que vous puissiez confirmer ça comme une colonne ou bien un poteau. Puisque pendant la modélisation, généralement, dès que vous vous insérez, vous choisissez donc vos éléments porteurs, vous commencez la modélisation, c'est-à-dire le robot considère tous les éléments utilisés, c'est-à-dire les poutres tout comme les colonnes ou poteaux, le robot considère ça comme des barres. Le robot considère ça comme des barres. Si déjà dorénavant, vous aviez paramétré cette différence au débit, justement au niveau de préférence et tout ce qui va avec, et là vous n'aurez pas de problème. Mais si ça n'a pas été le cas, pendant la modélisation, avant même d'appliquer les chargements, donc vous êtes obligé d'abord de confirmer ça vous-même et après, vous allez maintenant appliquer vos charges. Donc en fait c'est ça. Alors je suppose que la modélisation a été donc bien faite. Je suppose que la modélisation a été bien faite. Alors maintenant ce que nous allons faire, regardez comment vous serez à mesure de trouver le élément porteur le plus sollicité dans un bâtiment. La première des choses à faire, c'est quoi?
Regardez, dans ce projet, vous allez voir que tout a été déjà fait. Hein, donc, c'est un bâtiment qui a été chargé, ainsi que combiné. Je viens ici, je prends d'abord les lits. Je prends les lits, puisque moi, je vais vérifier donc les éléments porteurs les plus sollicités en élit. L'état limite ultime. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais commencer premièrement avec la semelle. Comment trouver la semelle la plus sollicitée dans un bâtiment? C'est qu'il faut retenir que à ce niveau, je peux ou à ne pas parler même de la semelle, mais je peux parler beaucoup plus de nœuds. Puisque à ce stade, la semelle est définie par le nœud. Ok? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je suis dans l'obligation, d'abord de venir ici, je prends résultat, diagramme barre. Je vais vous montrer de deux méthodes. Diagramme barre. Je sais très bien que pour trouver la semelle la plus chargée, je suis obligé de vérifier l'effort normal. L'effort normal est là, je prends donc force Fx. Je m'en vais à la fin ici. Je vais cocher description différentielle. Je prends même toutes les valeurs et puis j'applique. Dès que j'applique, je suis dans l'obligation de patienter. Aussitôt patienter, regardez là où je trouve déjà la plus grande valeur, la valeur max. L'effort normal max. C'est à ce niveau ici. Je comprends directement que c'est ici où j'ai le nœud qui reçoit plus de sollicitations. Ok? C'est ce que je considère aussi comme la semelle la plus sollicitée. Pour faire simple, je peux venir ici. Je vais numéroter maintenant le numéro de mes nœuds. Dès que je clique là-dessus, voilà, je vois déjà que le numéro de nœud ici, c'est le numéro 11. Donc, je conclue directement que le nœud le plus sollicité, c'est le nœud numéro 11. Ok? Alors, maintenant, la deuxième possibilité aussi, je peux faire quoi? Étant donné que j'ai trouvé déjà les nœuds le plus sollicité ici, autrement dit la semelle la plus sollicitée au nœud numéro 11, c'est-à-dire que c'est justement sur ces fils où j'ai aussi donc la colonne la plus sollicitée. C'est-à-dire si je vais dimensionner les socles le plus sollicité, ça sera donc le socle numéro 6. Donc c'est ça. Mais tandis que si je vais dimensionner la semelle la plus sollicitée, ça sera donc le nœud numéro 11. Et si je vais dimensionner maintenant la colonne ou les poteaux le plus sollicité, ça sera justement donc ces poteaux. Je vais essayer un peu de cacher maintenant les numérotations de nœuds. Voilà, ça sera donc justement ces poteaux. Je crois poteau numéro 41 si je ne me trompe pas. Ça sera donc ces poteaux. Vous voyez? Et aussi, ça va presque dans le même sens aussi pour les voiles. Donc, je peux dimensionner aussi directement ces voiles. Donc, déjà, vous allez comprendre qu'il faut savoir déjà que là où donc le nœud sort comme le nœud le plus sollicité, c'est là où vous aurez également les socles les plus sollicités, mais aussi la colonne la plus sollicitée, puisque ça vient justement sur le même fil. Je crois que c'est clair. Alors, on y va. Maintenant, je vais vous montrer aussi la deuxième possibilité. Comment est-ce que vous pouvez donc vérifier les éléments porteurs comme ce que je viens de dire là, la semelle, les socles ou bien, disons par exemple, la colonne la plus sollicitée par la méthode des tableaux. Je viens là, je prends résultat. Je clique là, je vais prendre maintenant cette fois-ci effort. Je prends effort. Voilà, donc j'aurai la même chose. Je prends effort. Une fois que j'ai pris effort, je vais venir, je clique sur extrêmes globaux. Extrêmes globaux n'est rien d'autre que je vais avoir que deux valeurs. C'est-à-dire que la valeur max et la valeur min. Comme vous le savez très bien, l'ingénieur dimensionne toujours dans les cas les plus défavorables pour être beaucoup plus en sécurité. Tout en pensant aussi à l'économie. Puisque, c'est vrai, l'ingénieur peut dimensionner, la structure, elle est tellement stable, mais si par contre, elle n'est pas économique, eh bien, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc, il faut penser à la stabilité, mais aussi à l'économie.
Déjà ici, je vois très bien, comme je vous avais montré là, regardez ici, le nœud qui reçoit la plus grande sollicitation, c'est le nœud numéro 11. Sa valeur est là. La même valeur qu'on avait trouvée de l'autre côté, 652,37 kN. Le nœud numéro 11. Alors, maintenant la barre qui reçoivent énormément de sollicitations, c'est le socle numéro 6. OK? Que je vais aussi dimensionner. Déjà, à ce niveau ici, vous avez la possibilité de comprendre, de trouver. On a trouvé donc la semelle la plus sollicitée, c'est la semelle numéro 11. Et puis la barre, ou bien la colonne, disons les socles le plus sollicité, c'est socle numéro 6. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de sélectionner ça d'une manière automatique? Je vais rentrer maintenant sur vie. Je rentre d'abord sur vie là. Je clique à vide. Si je vais sélectionner le nœud d'une manière automatique ou la semelle la plus chargée, étant donné que je sais très bien déjà les numéros, c'est les numéros 11, je vais venir tout simplement ici, puisque des fois pour venir ici, cliquer, vous pouvez aussi commettre une erreur. Au lieu de sélectionner correctement le nœud, vous avez sélectionné peut-être la barre. Ou bien au lieu de sélectionner le nœud, vous pensez que c'est sélectionné, or en réalité, ça n'a pas été sélectionné. Donc, il faut venir là, je viens sur le nœud. Une fois que j'écris tout simplement sur le clavier, le numéro 11, je fais Enter, ça sera directement sélectionné. Vous allez comprendre que c'est sélectionné juste à côté ici. Vous voyez? Dès que je clique à vide, c'est parti. Je reprends l'opération. J'écris 11, je fais Enter. Et bien là, c'est sélectionné. Voilà, c'est en vert. Et puis là, je peux passer directement au dimensionnement. OK? Donc là, déjà, vous avez compris comment trouver la semelle la plus sollicitée par les deux méthodes. Méthode des tableaux et la première méthode que je vous ai montrée, des diagrammes. Alors, si je veux aussi sélectionner directement les socles le plus sollicités, je sais que c'est le numéro 6, barre numéro 6, je mets tout simplement 6, et puis je fais Enter. Dès que je fais Enter, vous allez voir que les socles, eh bien, attendez, les socles sera directement sélectionné. Mais pour les socles, étant donné que c'est une barre, je vais cliquer ça ici. Ça ne sera pas de l'autre côté, ça sera ici. Je mets 6, je fais Enter. Voilà les socles sélectionnés. Et puis, je peux passer directement au dimensionnement. Si je veux aussi sélectionner, par exemple, la colonne, eh bien, la colonne la plus sollicitée, eh bien, c'est ça. La colonne numéro 34. Et je passe directement au dimensionnement. Je crois que vous avez compris pour la semelle, les socles et la colonne. Alors, comment trouver maintenant la poutre la plus sollicitée dans ce bâtiment? Concernant la poutre, vous le savez très bien, la poutre c'est un élément fléchi. Et donc, je suis obligé d'aller vérifier donc les moments fléchissants. Je viens ici, je vais prendre la valeur des moments suivant la direction des X. Voilà, je sais déjà très bien que les moments sera donc minimal. Voilà, donc max, bon, c'est 26, c'est trop petit. Alors, je viens suivant la direction de Z également, c'est la même chose. Voilà, moi je vérifie suivant la direction de Y. C'est là où j'aurai donc la plus grande valeur des moments. Voilà. Déjà, attendez ici, je suis obligé de mettre correctement. Voilà. Déjà ici, je vois très bien que la valeur max est là. Mais attention avec les diagrammes. Pour bien voir ça, regardez ce que je vais faire. Je préfère aller vérifier aussi directement au niveau de l'effort. Je peux prendre seulement cet effort. J'avais déjà cliqué là-dessus. Je viens là. Je vérifie maintenant pour les moments. Voilà. Pour les moments ici, quand je vérifie, je me rends compte que la valeur max, c'est suivant donc cette direction. OK? Je rentre d'abord là-bas. Voilà. Comment est-ce que j'ai trouvé la poutre la plus sollicitée? C'est-à-dire, je vérifie la poutre suivant bien sûr les moments que vous voyez ici. Suivant la direction des X, qu'on considère comme moment de torsion, suivant la direction des Y et suivant la direction des Z.
Alors, si je commence avec la direction de X, je clique. Voilà, je trouve que la valeur max est de combien ici? La valeur max est de 26.15. Je vérifie suivant la direction des Y. Je trouve que max ici est de 29.82. Eh bien, je m'en vais maintenant suivant la direction de Z. Là, je trouve que max est de 33.15. Donc, c'est là où je trouve la valeur la plus défavorable. Donc, c'est vraiment mal. OK? Donc, maintenant, si je vais sélectionner ça directement et par la méthode des tableaux, donc je suis obligé de venir ici. Je vérifie. Voilà, donc la valeur max est là. Donc, avec sa valeur max qui domine entre les trois. Et c'est au niveau de quelle barre? Barre numéro 6. Là, maintenant, je vais rentrer. Je rentre au début là. Ça, je peux même enlever. Je mets ici barre numéro 6. Et puis, je fais Enter. Attendez. Il faut bien voir. Il faut bien voir. Attendez, j'allais vous montrer un truc. Attention, il faut bien vérifier ici, hein, c'est qu'on avait pris. Ce n'était pas le lit, il faut prendre les lits. Je pris les lits. Maintenant, je rentre là. Voilà. En prenant les lits ici, quand je vérifie, je me rends compte que, voilà, c'est la barre numéro 91. Vous voyez? C'est donc la barre numéro 91. Je vais rentrer là. Je viens ici. Je clique tout simplement numéro 91 et puis je fais Enter. Voilà. Quand je fais Enter, je crois que c'est sélectionné. Nous allons maintenant chercher la poutre la plus sollicitée. Voilà. La poutre la plus sollicitée est là. Je peux même l'isoler. Voilà. Je peux même l'isoler aussi. OK. Là, vous trouvez directement la poutre la plus sollicitée. Vous allez voir que c'est une poutre qui se trouve justement en bas là. Voilà, donc c'est ça la poutre la plus sollicitée. Alors, si je vais maintenant vérifier comment trouver la dalle la plus sollicitée, c'est aussi simple. Concernant la dalle, maintenant, je vais changer la procédure pour la dalle. Donc, je suis obligé de venir ici. Cette fois-ci, maintenant, je prends résultat plaque et coque. Je clique là-dessus. Je prends également extrême globaux pour avoir la valeur max et min. Voilà, je vais patienter 77%. Voilà. Je crois maintenant là c'est bon. OK? Et à partir d'ici, maintenant je vérifie. Je vois ici, suivant la direction des X, max ça fait 24.61. Voilà, là 6.48 c'est minimal. Voilà. Le vrai max c'est 44.47. C'est dans quel panneau? Panneau numéro 141. Donc, je vais rentrer ici. Je vais rentrer. Je clique à vide pour désélectionner d'abord la colonne. Panneau numéro 141. Je viens là, je mets panneau numéro 141. Et puis, je fais Enter. Voilà. Dès que je fais Enter, regardez, il a sélectionné pour moi. Donc, il a sélectionné pour moi la dalle la plus sollicitée. Vous voyez, la dalle la plus sollicitée est là. Je peux aussi l'isoler pour bien voir. La dalle est là. Et à partir d'ici, maintenant, je peux passer directement au dimensionnement. C'est pour dire que si, par contre, vous avez bien modélisé votre projet, vous avez bien chargé ainsi que combiné, en tout cas, vous n'aurez pas de soucis pour trouver les éléments porteurs les plus sollicités. Je peux vérifier aussi pour la longrine. Donc, ça dépend de moi. Si je vais voir au niveau de la longrine, eh bien, je vais faire tout simplement la même chose. Je peux soit venir là pour la longrine. Je vais changer en fait la méthode. Je prends, clique d'abord ici. Je vais sélectionner d'abord la longrine. OK, sélectionne toutes les longrines. Je l'isole. Voilà, je l'isole d'abord. Attendez, ça aussi c'était sélectionné par défaut. Je n'avais pas enlevé ça. Bon, je sélectionne encore ici les longrines. Je l'isole pour la deuxième fois. Et à partir d'ici, maintenant, je peux prendre le résultat. Soit diagramme barre. OK, je vérifie suivant bien sûr les trois directions. Et j'applique. Vous voyez? Déjà, je vois
Je vérifie suivant des directions. Voilà. Déjà ici, je trouve que voilà, la longueur la plus sollicitée est là. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Alors, pour bien voir ça, pour comprendre très bien s'il s'agit de quelle barre ou de quelle longueur, je peux cacher d'abord ma section. Je peux cacher ma section. Si je vais, je cache d'abord ma section. Et puis là, je vais zoomer. Voilà, je comprends que c'est ça. OK? Ou carrément, si je ne veux pas cacher, je peux tout simplement sélectionner ça. Je fais clic droit. Propriété de l'objet. MNT. Je prends un moment. Extrême. Je vérifie la valeur. Vous allez voir que c'est la même valeur ici. Donc, c'est cette barre. OK? Donc, si je vais dimensionner ça, je vais sélectionner ça. Ce fil, donc ça et ça. Et puis, je passe directement donc au dimensionnement. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette petite formation. J'espère que vous avez suivi très très bien. Comment trouver les éléments porteurs le plus sollicités dans un bâtiment en béton armé. Voilà, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos, commentez ainsi que partagez. Excellente soirée, au revoir.